Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Dans un tunnel, les diodes bleues permettent A. De repérer les niches de sécurité, B. D'éclairer la chaussée, C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route. Vous voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 mètres. Sur les routes, avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, en tout cas d'estimer les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit.
Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 4. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez 3 manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau. Le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez, à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention, parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Je ralentis et je dépasse ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion. Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais. Devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter dans son poids lourd. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, pour répondre à cette question, il faut savoir dans quel type de route tu roules. Et pour ça, il faut bien connaître son code de la route. Comment savoir sur quel type de route je roule en général? Eh bien, on regarde les marquages au sol.
qu'est-ce qu'on voit sur les lignes de rive à gauche? Ben, on voit des lignes de rive qui sont des traits pointillés. Qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça nous indique qu'on n'est pas dans un sens unique. Si la ligne, elle avait été une ligne continue, ça veut dire qu'on est sur une voie à sens unique et j'aurais pu dépasser tranquillement. Là, on est sur une route à double sens de circulation. Donc, si je double là, avec très peu de visibilité, comme vous voyez bien, on a très peu de visibilité. Si je double, il y a une probabilité pour qu'une voiture arrive en sens inverse. D'accord? Donc ici, je ne peux pas dépasser de véhicule parce que je suis sur une route à double sens de circulation. Si j'avais été sur une route à sens unique, là j'aurais pu dépasser. Peu importe la visibilité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par deux lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne qu'il y a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la deuxième ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. Ce véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le pictogramme qui représente que ton véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus, ou
SSPP, c'est ce pictogramme. Alors, si tu remarques bien sur l'image, là, qu'il y a, sur cette étiquette qui est affichée sur la portière, il y a ce fameux pictogramme qui indique donc que ton véhicule dispose bien de ce système. Alors, ça va même plus loin que ça. Regarde bien ce que dit l'étiquette. Alors, à gauche, en jaune, il y a ce fameux pictogramme. Et ce pictogramme pointe vers un livre avec la lettre I. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si tu veux savoir ce que c'est que le système de surveillance de la pression des pneus, lis le manuel du véhicule. Et regarde juste à droite. Juste à droite, tu as deux encarts. En haut avec le numéro 1, en dessous avec le numéro 2. En fait, cette étiquette t'explique comment fonctionne, comment utiliser ce système. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, tout d'abord, numéro 1, tu dois effectuer la pression de tes pneus. Ensuite, en numéro 2, regarde bien, il y a ce pictogramme avec le mot 7, c'est-à-dire initialisation, et en dessous, tu as le tableau de bord avec un petit doigt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles réinitialiser la pression de tes pneus sur le tableau de bord. Alors, comment on fait ? Quand tu es sur ton tableau de bord, tu vas donc sur le menu du véhicule, sur Reset détection de sous-gonflage. Donc là, l'ordinateur te demande si tu as bien fait la pression des pneus. Tu dis oui. Et là, tu vois qu'il est marqué pression des pneus enregistrée. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que l'ordinateur vient d'enregistrer la pression de tes pneus. Et si un jour, un de tes pneus se dégonfle, ton ordinateur va afficher ce pictogramme sur le tableau de bord. Parce qu'il va te dire, attention, la pression que tu as enregistrée n'est pas du tout la même que celle que je mesure. Donc, il va falloir regonfler les pneus. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A, non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a donc un bus à notre droite à l'arrêt sur une voie de bus. Nous sommes sur la voie de gauche et on s'apprête à passer un passage piéton où des piétons sont en train de traverser. Alors, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'ici, on a un angle mort. Donc un angle mort qui obstrue notre champ de vision, en rouge. Dans cet angle mort, on ne voit pas ce qui se passe devant le bus. Donc devant le bus, il pourrait très bien avoir un piéton qui veuille traverser la rue de droite à gauche de manière inopinée et qu'on ne voit pas. Donc dans ce cas-ci, je vais ralentir et placer mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 13. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours.
avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Ce conducteur peut stationner à l'endroit où il se trouve s'il utilise un disque bleu. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regardez ce panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau de fin de zone, de stationnement gratuit, limité dans la durée. Donc par disque bleu. Donc ça, c'est la fin de zone. C'est-à-dire que après le panneau, ce type de stationnement n'est plus d'actualité. D'accord ? Mais avant ce panneau, donc là où est ce conducteur, c'est qu'effectivement, on est sur un stationnement par disque. Hein ? D'ailleurs, vous pouvez voir le marquage au sol, qui est un marquage au sol bleu. Donc, dans les zones de stationnement par disque, tu dois poser donc, le disque visible au niveau de ton pare-brise et en indiquant l'heure du stationnement. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Je prends en compte les indices. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'assertion. Bien sûr, il faut prendre en compte la signalisation, le céder le passage en A, notre vitesse en D, bien sûr, les usagers qu'il y a derrière nous en B. Par contre, le camion qui circule en sens inverse sur une route en plus à chaussée séparée n'a aucune utilité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 16. Ce panneau indique A. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté impair. B. Une autorisation de stationner du 16 au 31 du côté pair. C. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du côté pair. Alors, ça c'est le genre de panneau que vous ne maîtrisez quasiment jamais. On va faire un petit schéma, parce que ça mérite un schéma. Alors, que signifie ce panneau ? Ce panneau signifie que tu es autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Il signifie également que tu es autorisé à stationner du côté pair du 16 au 31 du mois. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses B et C. Question numéro 17.
je suis bien placé pour changer ma roue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous pouvez voir que la personne est dans une position très dangereuse. Il est sur une autoroute, il est sur la voie de droite, donc là la vitesse minimale autorisée est de minimum 110 km/h. Donc, en plus d'être en infraction, il est en danger. Donc, bien sûr, ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 18. Un pneu sous-gonflé peut entraîner A. Une surconsommation, B. Une perte d'adhérence, C. Une amélioration de la maniabilité. Alors ça c'est une question de cours qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc effectivement, un pneu sous-gonflé entraînera trois choses. D'une, une diminution de la maniabilité du véhicule. 2, une perte d'adhérence. 3, une surconsommation en carburant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 19. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 20. Je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police. J'ai donc commis. Réponse A. Un délit de fuite. Réponse B. Un refus d'obtempérer. Alors faites très attention à cette question parce qu'elle est très fréquente dans les examens du code de la route. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour réaliser un constat, par exemple, ou pour aider une victime. Un refus d'obtempérer, c'est différent. Un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez d'obéir à un ordre légal d'un agent de police.
Donc ici, si je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police, j'ai commis un refus d'obtempérer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Dans cette situation, je risque une amende de 135 euros. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'utilisation du téléphone au volant constitue une contravention de 4e classe, donc qui est sanctionnée par un retrait de 3 points et une amende de 135 euros. Les bonnes réponses ici sont leurs réponses A et C. Question numéro 22. Pour conduire en sécurité, le passager le plus grand s'installe à l'avant. Oui, réponse A, non, réponse B. Le passager le plus petit au milieu. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de visibilité. Plus une personne sera grande, plus elle va gêner la visibilité du rétroviseur central du conducteur. Donc ce qui est conseillé pour une meilleure sécurité, c'est de mettre la personne la plus petite à l'arrière, au milieu, et la personne la plus grande à l'avant. Les bonnes réponses sont donc les réponses A et C. Question numéro 23. Avant de conduire, réponse A, je dégivre le capot. Réponse B, je gratte le pare-brise. Réponse C, j'enclenche le dégivrage arrière. Réponse D, j'enclenche les essuie-glaces. Alors, bien sûr, dans ce cas-ci, avant de conduire, je vais gratter le pare-brise et je vais enclencher le dégivrage arrière afin d'avoir une bonne visibilité. Dégivrer le capot ne servira à rien et enclencher les essuie-glaces également, ça va juste détériorer vos essuie-glaces plus rapidement. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 24. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête obligatoirement. Réponse B, je cède le passage. Alors, ici, on arrive à une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, comme tu peux le voir, c'est un panneau. Céder le passage. Donc, ici, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je cède le passage. C'est-à-dire que s'il y a personne qui vient de la gauche, alors je passe. S'il y a un véhicule ou même un usager vulnérable qui vient de la gauche, alors je serai obligé de m'arrêter pour lui céder le passage. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors ça c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, hein, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement, d'abaisser quand on peut le faire, sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. L'ESP permet de corriger la trajectoire automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide active à la conduite qui vous permet notamment de corriger votre trajectoire lors de la perte d'adhérence, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Cette conduite est A. Dangereuse, B. Autorisée, C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 28. Lors d'un accident avec dommages corporels, il faut A. Alerter, protéger, secourir. B. Secourir, protéger, alerter. C. Protéger, alerter, secourir. Bon, là, cette question, c'est du cours, quoi. Soit vous le savez et vous avez appris le cours, soit vous le savez pas. Et ça vous fait une faute. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, attention. Tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes.
Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. Il pleut et je roule à 50 km/h. Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres. Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction. Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous connaissez pas le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a 40% de taux d'échec. Hein. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 30. Les branches des lunettes peuvent affecter le champ de vision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la notion de champ de vision, on va pas la traiter aujourd'hui parce que là, on est sur un test. Bon, là, je vous ai mis une petite image que vous pouvez retrouver sur le cours de la formation. Donc, je vous laisse aller dans la formation pour voir vraiment ce que c'est que le champ de vision. Alors, concernant les lunettes, alors bien sûr, la largeur des branches sur les lunettes, notamment les lunettes de soleil, peuvent affecter le champ de vision. Donc, privilégiez toujours des lunettes avec des branches minces pour avoir le champ de vision le plus étendu possible. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. J'ai la priorité, donc je dépasse le tracteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on a un panneau qui nous indique qu'on a la priorité à la prochaine intersection. On a en face de nous
un véhicule lent. Cependant, vous voyez là, il y a deux choses en fait. Il y a une petite camionnette jaune qui arrive à une intersection. Et comment on sait que c'est une intersection ? Il y a une balise. Vous voyez la balise blanche avec le trait rouge ? Ça, c'est une balise d'intersection. Donc ici, vu qu'on a une intersection, on ne va pas dépasser le tracteur. On dépassera le tracteur après l'intersection. Donc ici, j'ai la priorité, donc je peux dépasser le tracteur. Non, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Dans cette intersection, le croisement s'effectue à l'indonésienne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe deux types de croisements dans une intersection. On a le croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'avant, en se faisant face. Le croisement par contournement, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'arrière ou, plus communément, en se contournant. Dans notre situation, ici, le croisement s'effectue par contournement. Concernant la deuxième partie de la question, est-ce que, dans ce cas-là, j'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse ? Donc ici, je veux tourner à gauche. Eh bien, non. Je vais devoir laisser passer les véhicules en sens inverse pour pouvoir tourner à gauche. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que je m'engage dans une voie qui n'est pas la mienne. Je change de voie. Deuxième raison, c'est que regardez, si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse, maintenant, ils viennent de ma droite. Et donc, c'est la priorité à droite qui prime. Donc pour ces deux raisons, je devrais leur laisser la priorité avant de tourner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route.
Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je peux rouler avec les feux A, B, C ou D. Alors, là ici, encore une fois, c'est du court. Donc là, on roule dans un temps de brouillard. Donc ici, les feux qui vont être autorisés, ça va être les feux de croisement pour pouvoir croiser les véhicules et les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière et c'est tout. Les feux de route sont interdits en temps de brouillard. Les bonnes réponses sont donc les réponses A, C et D. Question numéro 35. Favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. Oui, réponse A, non, réponse B. Effectivement, favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Ce panneau indique une interdiction de dépasser les véhicules motorisés, sauf les deux roues motrices sans sidecar. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une simple question de cours. Effectivement, ce panneau vous interdit de dépasser les véhicules à moteur, mais par contre, vous pouvez dépasser des motos sans sidecar. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. La chaussée se réduit à une voie de circulation. Réponse A, 600 mètres après le panneau. Réponse B, sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors ici, c'est une question très intéressante parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Alors, ici, comme vous le voyez, on a donc un panneau carré, donc un panneau d'indication qui nous indique que la chaussée se réduit à une voie. Juste en dessous, on a un panonceau. N'oubliez pas, les panonceaux viennent préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Ce panonceau, ça s'appelle un panonceau de distance. D'accord ? Donc, ce panneau de distance te dit que la chaussée va se réduire 600 mètres après le panneau. Ici, si par exemple, on avait eu deux flèches sur le panonceau, ben, ça aurait eu une signification différente. S'il y a deux flèches sur le panonceau, ça s'appelle plus un panonceau de distance, mais un panonceau détendu. Et là, ça aurait voulu dire que la chaussée se réduit sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors attention, ce que je vous dis, là, c'est valable seulement pour les panneaux d'indication. Ça aurait été complètement différent si on avait eu, par exemple, des panneaux de danger. Donc, je vous incite vraiment à aller dans la formation, revoir les cours sur les étendues de prescription selon les types de panneaux, parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Donc,
Ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert, ici 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code,
eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse. Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 40. Mon véhicule est immobilisé sur autoroute. Je place le triangle de présignalisation 30 mètres derrière le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre si tu connais réellement ton code de la route ou pas. Vous faites souvent cette erreur sur cette question, souvent parce que vous avez été, il faut le dire, mal formé en fait. Voilà, vous n'avez pas suivi une bonne pédagogie. Alors, vous savez que sur autoroute, il est interdit de sortir de son véhicule. C'est strictement interdit de marcher sur l'autoroute. C'est une infraction. D'ailleurs, votre temps de survie sur autoroute, lorsque vous êtes un piéton, ne dépasse pas 20 minutes. Donc, sur autoroute, lorsque mon véhicule est immobilisé, je ne mets pas de triangle de présignalisation, je reste dans ma voiture, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, souvent vous confondez entre mettre un triangle de présignalisation sur autoroute et en agglomération. En agglomération, si votre véhicule est immobilisé, oui, vous devez mettre
le triangle 30 mètres en amont de votre véhicule. Mais sur autoroute, surtout pas. C'est totalement interdit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Donc vraiment, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vraiment à aller sur la plateforme pour te former correctement. Parce que en fait, ça montre que t'as pas les notions nécessaires. Tout simplement. Allez, on passe à la prochaine question. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.